Bonsoir à tous, je suis Epsilon pour eSport for Real et je suis avec SLG, joueur Halo 5 de l'équipe Supremacy. Bonjour SLG. Salut à tous, salut à toi. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter dans la vraie vie et puis dans le jeu? Alors, je m'appelle Norwen, j'habite sur Dijon et je suis actuellement en fac de droit. Et en même temps, je suis connu sous le nom de SLG, on va dire, sur l'Xbox Live, sur le jeu Halo. Ok. SLG, ça veut dire quelque chose? Ça vient d'où? Alors SLG, c'est un peu le secret de mon gamertag, c'est-à-dire on peut s'amuser. Enfin, les Anglais aiment bien s'amuser à remplacer les initiales de ce nom pour en trouver des, on va dire, une signification quelconque, mais ça reste du coup un espèce de secret, on va dire, la légende SLG. Ok, on Enfin va voilà. garder, on va garder le secret. Donc ton actualité là, c'est ton passage chez Supremacy. Donc tu étais dans un roster avec Punisher et Fragzer. Vous avez atteint le Fragger. podium Fragger. Vous avez atteint le podium européen, une troisième place. Félicitations d'ailleurs. Merci. Et puis après, vous avez décidé de changer de structure et de changer de joueur. Alors pourquoi vous avez remplacé Sixly? Pourquoi Kali. avoir pris Solar? Alors pourquoi on a remplacé Kali par Solar? Bah déjà, enfin, il y a vraiment plusieurs raisons à ce niveau-là. C'est-à-dire Kali, j'ai teamé avec lui pendant un an sur ce jeu et c'est vraiment pas son niveau. Enfin, c'est pas entièrement son niveau de jeu qui est remis en question. C'est-à-dire il y a plein de choses nécessaires pour faire une bonne équipe. On va dire il faut une bonne entente, il faut une complémentarité au niveau des joueurs et évidemment le niveau. Et on s'est rendu compte que on aurait une meilleure osmose avec Solar dans son style de jeu notamment et également au niveau de l'ambiance. Par exemple Kali qui est assez connu pour des excès de rage, des fois intempestifs qui peuvent nuire, on va dire, À à quelques l'entraînement. games, quelques scrims, voilà, c'est ça, à l'entraînement, et puis même à la régularité des matchs, ce qui faisait qu'on avait un niveau, on avait un bon niveau, mais pas constant. C'est-à-dire on pouvait être fort comme on pouvait être nul, enfin c'était vraiment un problème à ce niveau-là, et donc on a décidé de remplacer par Solar, qui est un joueur plus agressif, et avec peut-être une meilleure mentalité à ce niveau-là, qui nous permet de mieux progresser. Mais c'est un choix qui a été difficile à prendre, long, avec qui tu en as parlé, parce que toi t'es le capitaine, mais est-ce que c'est avec qui tu en as parlé de ce choix-là? Alors c'est évidemment pas un choix personnel, ça a été vraiment un choix d'équipe, hein. C'était vraiment une décision commune, quoi. C'était bon, comment dire, oui, c'était vraiment une décision réfléchie, on va dire. C'était pas une décision tirée par les cheveux. D'ailleurs, je suis resté, on va dire, en équipe. Enfin, Kali était dans mon équipe, on va dire, pendant plus d'un an, donc ça n'a vraiment pas été une décision, voilà, prise sur un coup de tête, on va dire. Très bien. Donc au final vous intégrez Solar. Alors moi j'ai repris un peu Halo grâce à Solar, parce que c'est un des rares joueurs qui fait des streams. Et j'ai eu l'impression qu'il avait une certaine réputation sur Halo 5, enfin sur Halo en général, parce que j'imagine qu'il est là depuis longtemps. Euh, Toi, ça t'a pas dérangé cette réputation de bad boy ou d'ailleurs, je sais même pas si elle est avérée cette réputation, mais Bon, c'est vrai que Solar n'a pas forcément une bonne réputation, mais c'est surtout au niveau européen, on va dire au niveau des UK, des Anglais, parce que voilà, Solar, il a toujours été, on va dire, un grinder, c'est-à-dire qu'il a toujours joué seul, on va dire, au début du jeu. Il s'est fait récupérer dans les Millennium au début, mais il a toujours monté un peu sa propre équipe et s'est jamais vraiment entraîné dans les règles, on va dire, comme les autres, c'est-à-dire pendant que toutes les équipes de Pro League, par exemple, s'entraînaient en faisant des scrims, etc. Lui, il passait son temps en matchmaking, à teabag un peu tout le monde. Voilà, c'est comment ça s'appelle. C'est pour ça qu'il n'est pas spécialement aimé au niveau UK. Après, en France, non, il a pas. Enfin, il a pas cette réputation, on va dire, en France. La plupart des gens l'aiment bien. bon, mais si. L'important c'est que ça se passe bien dans le roster. Du coup, d'ailleurs, en parlant du roster, comment tu fonctionnes, comment vous fonctionnez avec la nouvelle formation au niveau des entraînements, le rythme, la fréquence, la durée des scrims? Bah là, on a repris récemment, parce que comme tu l'as dit, on sortait donc des finales de la Pro League saison 2, donc sur le top 3.
Donc on a pris un peu comme tout le monde, un peu une semaine de break, notamment pour le changement d'effectif, etc. Et là ça va faire une semaine qu'on a repris nos entraînements. Là on fait à peu près un voire deux scrims par jour, on joue tous les jours. On a à peu près un mois et demi pour se préparer pour pour la qualification au championnat du monde. Donc c'est pas une chance à laisser passer, on va dire. Donc oui, on s'entraîne vraiment sérieusement à ce niveau-là. Donc évidemment on revoit les maps, on va dire, on passe dessus en custom pour voir qu'est-ce qu'on veut faire en point de vue stratégique, positionnement, et puis voilà, chaque jour on essaie de jouer une équipe pour voir comment on se débrouille contre eux, quoi. D'ailleurs, comment ça se passe du coup en scrim en ce moment? Parce que hier tu m'as dit que vous avez joué les fakes, donc les champions européens, les doubles champions européens d'ailleurs. Ça se passe bien. Alors évidemment face à fake, même si ça s'est mal passé, c'est pas grave, mais ça se passe bien en ce moment. Alors pour ce moment ça se passe vraiment bien. Donc là cette semaine par exemple on a pu scrim les Vibes plusieurs fois. On a en tout 3 manches d'avance sur eux. On a scrim les Infuse aussi qu'on a battu 7 manches à 6. Et on a même battu les Fabe 6-5. Alors pas hier, mais la dernière fois qu'on avait joué. Hier on a perdu notre scrim, mais globalement ça se passe bien. On n'a jamais mis autant de manches à cette équipe, on va dire, de toutes les saisons précédentes. Donc ça peut que être un bon signe pour celle qui arrive. Bah, une petite question de curiosité, pourquoi vous faites 11 cartes pendant les scrims? J'ai l'impression que c'est toujours comme ça. C'est 13, parce qu'il y a 13 cartes. Enfin, il n'y a pas 13 cartes différentes, mais il y a 13... oui, il y a des cartes et des modes de jeu. Oui, voilà, c'est ça, mais si on veut jouer une fois chaque mode de jeu et map, on va dire si on fait ce qu'on appelle une full rotation, et ça comporte 13 manches. C'est-à-dire ça comprend les 3 CTF, les 4 Stronghold et les 7 Slayers. Très bien. Les 6 Slayers. Le compte doit y être. 6 Slayers, 3 CTF et 4 Stronghold. Oui, d'accord. Du coup, là, tu m'as dit que ça se passait plutôt bien. Qu'est-ce qui fait le succès d'une équipe de Halo 5? Alors, qu'est-ce qui fait le succès de la tienne? Et puis, qu'est-ce qui fait le succès d'une équipe en général? Plusieurs choses, évidemment. Tout d'abord, le niveau individuel de chaque joueur, qui est la base, on va dire. On peut pas avoir une équipe forte sans des joueurs forts. Ça paraît logique. Après, ce qui vient en second plan, c'est l'ambiance, c'est-à-dire la cohésion d'équipe. Ce qui va faire que des joueurs vont pas avoir, vont jouer pour l'équipe et pas pour eux-mêmes. On va dire qu'ils seront prêts à se sacrifier entre guillemets dans le jeu pour aider, pour faire un move. Voilà, une bonne ambiance, ça permet à chaque joueur de jouer constamment à plus de 80%, 90% de leur capacité. Alors que quand on joue dans une équipe qui ont beau avoir des joueurs forts, si n'arrive pas à avoir le moral, on va dire, pas envie de jouer, même le meilleur joueur du monde pourra jouer mal, on va dire, et ce qui fait que ce sera dur pour les entraînements. Et après, ce qu'il faut également, c'est la complémentarité, c'est-à-dire que on a tous plus ou moins des styles de jeu, même si genre au 5 c'est pas forcément une bonne chose d'avoir des styles de jeu, c'est-à-dire le mieux c'est d'être polyvalent. Ouais. Mais bon, on n'a pas le choix, hein, on choisit pas forcément son style de jeu, et donc c'est bien d'avoir des joueurs qui se complémentent entre eux, donc avec des joueurs agressifs, des joueurs avec potentiellement un joueur qui ancre un peu, qui sera un peu en retrait, pour prendre des spoons, pour faire ces choses-là, et ça c'est des choses qui se travaillent, mais à la base il faut des joueurs différents, on va dire. Très bien. Et vous, votre point fort, c'est quoi? C'est alors un peu de tout, ou il y a quelque chose que tu trouves qui est particulièrement bien dans cette équipe? Je te trouve qu'on est dans notre équipe, comme point fort, c'est vraiment le jeu d'équipe que des fois on peut avoir, et combiné à notre niveau individuel. C'est-à-dire on n'a pas le jeu d'équipe des fails potentiellement qui ont beaucoup plus d'entraînement sur le jeu, et qui... Et ça se sent, on va dire, quand on les joue. Ils ont des pushs vraiment très organisés, très efficaces. Mais nous, notre force, c'est qu'on cumule un jeu d'équipe parfois vraiment très fort, parce qu'on arrive bien à communiquer, bien à se retrouver ensemble, avec un skill individuel au-dessus, entre guillemets, de la moyenne de Pro League. C'est-à-dire qu'à un moment, on a beau avoir la stratégie qu'on veut, là je parle d'un point de vue général pour toutes les équipes, il y a un moment, il faudra quand même gagner les duels. C'est-à-dire... t'auras beau faire le bon choix, si tu gagnes pas le duel derrière, ça servira à rien.
Et dans mon équipe, là j'ai des joueurs très talentueux pour ça, pour gagner des duels, même ceux qui devraient potentiellement pas gagner des fois, et ce qui fait que ça marche plutôt bien. Très bien. Une dernière question sur le fonctionnement du roster. Ta vision du capitana pour Halo 5, enfin pour Halo en général, bon, à part faire les interviews, c'est quel est le rôle du capitaine? Je sais que moi notamment j'ai le rôle de leading game, alors ça n'a rien à voir avec le capitana, mais ce qui fait que, voilà, par exemple on est une équipe, mais à un moment on peut pas faire chacun ce qu'on veut de notre côté, donc on va devoir, voilà, on va avoir des fois avoir plusieurs possibilités au cours d'une partie, il va falloir choisir qu'est-ce qu'on choisit de prendre comme position. Et donc dans ce cas-là, quelqu'un qui dise, on va dire, bon bah voilà, là on va essayer de jouer telle partie de la map pour qu'on se regroupe ensemble, quoi. Donc, en gros, le rôle du leading game. Après, celui du capitaine en particulier, ça c'est plus un C'est titre hors jeu. honorifique, je pense, qui est pas trop, c'est pas très important, on va dire, pour moi. Voilà, comme t'as dit, le rôle du capitaine, c'est celui qui va faire les interviews, qui va parler avec les autres, comment ça s'appelle, avec les autres équipes au moment, enfin, qu'on organise des scrims, etc. Oui, Enfin, c'est la tu es personne plus en tes contact, managers, qui parle à l'équipe. capitaine, leading En gros, game. je représente l'équipe et ses idées, on va dire, mais j'ai plus un rôle de représentant, on va dire, à ce niveau-là. Ok. C'est pas trop un rôle particulier. Contrairement à celui du leading game qui est plus important, par exemple, pour les matchs. Pour les matchs. On va se concentrer un peu sur toi. Question basique, ton arme, ta map favorite, ton mode de jeu. Mon arme, Ouais. fusil sniper, évidemment. Le sniper comme Euh, tous les joueurs Halo. Moi, c'est un peu ça. Hein. Ouais. Non, oui, c'est vraiment le sniper. Bon, ça a toujours été comme ça sur tous les jeux. Après, le map et mode de jeu favori. Alors moi, je suis un fan du Stronghold Eden. Enfin, j'aime vraiment bien ce mode de jeu. Ouais. Je le trouve intéressant à jouer sur Eden parce que c'est une grande carte et ça se joue énormément sur la stratégie d'équipe, sur les rotations, etc. Donc c'est vraiment, ouais, c'est ça. C'est mon mode de jeu préféré. Et au niveau de ton équipe favorite sur Halo 5, alors européenne ou américaine? Mon équipe favorite européenne? Non, pas forcément l'Amérique, européenne, évidemment. ça peut être. Oui, européenne, forcément, mais. Et mondial, j'aime beaucoup moi les Optic Gaming, plus que les NV, par leur style de jeu en fait, clairement. Et est-ce que tu t'attendais du coup à la victoire des Envious sur les Optic Gaming? Oui et non, on va dire. Pour moi, les Optic ont encore maintenant un plus gros potentiel que les NV, mais les NV font pas d'erreur entre guillemets. Ce qui fait que la balle est vraiment dans le camp des Optic Gaming s'ils veulent gagner. C'est-à-dire que s'ils jouent à leur full potentiel, enfin leur potentiel maximum, pardon, pour moi ils vont J'avais gagner. compris. Pour moi ils vont gagner, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment potentiellement plus de niveau que les NV, ils font vraiment plus de bonnes actions. Mais le problème c'est que ça nécessite une extrême coordination entre les joueurs et un niveau voilà, assez incroyable on va dire s'ils veulent mettre leur stratégie en place et donc, du coup ils font les NV globalement sont plus constants que les Optic Gaming. Voilà. Les Optic ont un jeu plus osé, les Envious plus simple, mais plus. Du coup, ils arrivent mieux à l'assumer. Du coup, ils sont plus constants, on va dire. Ils ont vraiment un style de jeu qui contre énormément les Optiques. Par le fait qu'ils, comme je disais, ils font peu d'erreurs et du coup, ils jouent très safe. Et vu que les Optiques, eux, ont tendance à prendre des risques, enfin, surtout Frosty a tendance à prendre des risques dans ses offensives, dans ses actions, etc. Ça fait que s'il n'arrive pas exactement à faire ce qu'il veut, bah, globalement, ça donne l'avantage aux NV qui, eux, sont un peu comme un rouleau compresseur, on va dire. Ils avancent lentement, mais sûrement. D'accord, non, c'était une bonne réponse. Alors, sur tous les FPS console, plutôt, on dit généralement que les Américains sont largement meilleurs que les Européens. Alors, bon, l'année dernière, il y a eu l'exception anglaise qui a réussi à gagner le Cold World Championship. Mais est-ce que c'est. C'est arrivé second? Ouais. Ok. Et du coup, bon, c'était quand même une énorme performance. Est-ce que sur Halo c'est vrai? Parce que je suis pas sûr qu'il y ait énormément de compétition intercontinent. Et pourquoi? Comment tu l'expliquerais? Comment Alors tu sur Halo c'est spécifiquement vrai, on va dire, pour Halo.
la scène Halo américaine a toujours été largement supérieure que la scène européenne. Ouais. C'est même le seul Halo, enfin on va dire pour moi c'est le Halo où il y a le moins de différence entre les équipes américaines et les équipes européennes. Mais c'est globalement dû au fait que voilà, les structures américaines payent et rémunèrent leurs joueurs. Si on prend les joueurs des E6 par exemple, Ouais. bon ça date de quelques mois, parce que maintenant leur équipe je sais même plus exactement ce que c'est, mais je sais qu'ils étaient payés 2500 € par mois, enfin 2500 $ par mois. Donc Quand t'es payé ils y jouaient à plein 2500 temps. $, oui voilà c'est ça, ils jouent à plein temps. Et Optic c'était pareil, quand on avait vu une interview de Snakebite ou rien de je sais plus, mais en gros il disait qu'il se levait, il jouait, il mangeait, il jouait, il se couchait, il se levait, il rejouait et ainsi de suite. Donc Ok. évidemment, vu que c'est des jeux où plus tu joues, plus tu prends de l'avance, on va dire, plus tu peaufines ta technique, et pour que tu trouves d'autres joueurs qui sont consacrés, qui consacrent leur vie un peu à jouer, tu vas forcément avoir une équipe plus efficace que si on prend une équipe européenne qui soit ont des études à côté, soit ont du boulot à côté, et n'ont pas forcément la même détermination à jouer, on va dire. Je sais qu'en France, la plupart des gens jouent encore pour s'amuser, entre guillemets. Voilà, on joue à un jeu pour s'amuser avant tout, on fait de la compétition parce que c'est amusant et parce qu'on a envie de jouer avec ses amis. Aux États-Unis, ils n'ont pas du tout la même mentalité, ils jouent ensemble parce que c'est leur job, entre guillemets, et qu'ils veulent gagner, et c'est leur seul but. Et c'est notamment pour ça qu'ils ont généralement une longueur d'avance. Donc Tout est dans la tête. la différence de niveau, c'est donc du coup le professionnalisme et la professionnalisation de Halo et des Oui, c'est FPS ça. console en général. Ok. C'est ça. Du coup, en parlant des autres FPS console, qu'est-ce qui te plaît chez Halo et pourquoi ça plaît pas autant qu'un Call of Duty, qu'un Gears of War, qu'un Titanfall? Alors peut-être Gears of War et Titanfall, ça se discute, mais Call of Duty c'est nettement au-dessus. Pas autant que Titanfall ou Gears of War, bon, je serais pas d'accord, vu qu'il y a, Ouais. il y a une meilleure communauté sur Halo que sur. Une meilleure, je veux dire, une plus grosse communauté sur Halo que sur Gears of War et Titanfall. Mais alors pourquoi ça plaît moins que COD? Bah, pour moi, tout simplement parce que c'est un jeu beaucoup plus dur d'accès. C'est-à-dire que Call of Duty, mine de rien, t'as énormément de bonnes équipes en peu de temps. C'est-à-dire que voilà, énormément de joueurs de 15-16 ans qui peuvent être qui peuvent être forts individuellement et faire des bonnes choses sur un jeu, alors que voilà, on n'a pas besoin d'y jouer pendant plusieurs années, alors que sur Halo globalement c'est l'ancienneté qui fait la différence, un peu moins sur le dernier, sur Halo 5 qui lui voit de nouveaux joueurs enfin un peu apparaître, mais globalement sur Halo ça a toujours été long, on va dire, d'être au top. Et il y a une énorme différence de niveau entre les gens, enfin entre les joueurs qui sont au top et les joueurs qui ne le sont pas. Alors que sur Call of, cet écart de niveau est quand même beaucoup moindre en fait. Et il y a une plus grosse part de hasard aussi sur Call of qu'il n'y a pas sur Halo. Je sais qu'on appelle ça le skill gap. C'est la différence de niveau entre les très forts et les forts, et entre les forts et les moyens. Voilà, c'est ça. Et puis c'est vraiment aussi le côté chance, on va dire. Il y a une grosse part de hasard sur Call of qui donne un peu à tout le monde, enfin qui leur donne l'impression qu'ils ont une chance de gagner, que comment ça s'appelle, que c'est ça, le jeu est plus accessible globalement. Un nivellement par le bas ou quelque chose dans le genre. Je sais qu'il y a des joueurs Titanfall qui sont passés sur Call of Duty quand il y a eu les jetpacks. Et là, sur Halo 5, il y a les jetpacks. Est-ce que ça te donne pas l'occasion de passer sur Call of Duty, du coup un jeu qui serait un poil plus rémunérateur? Ou est-ce que tu t'en moques parce que tu joues à Halo, parce que tu aimes Halo? Alors moi, j'ai toujours joué à Call of Duty en fait. C'est-à-dire que j'avais arrêté Halo un peu en compétition, on va dire Halo 3, enfin au début Halo Reach, et j'étais passé sur Call of. J'avais fait 4 ans de Call of en compétition. Où j'avais fait quelques petites LAN, quelques petits trucs et tout. J'avais un bon niveau, ça va. Mais j'ai jamais pu, percer pour me retrouver avec des vrais bons joueurs, parce que globalement, les équipes, je gardais jamais une équipe plus de 3 mois sur Call of, c'était tout le temps des changements, tout le temps des trucs. Et du coup, c'est pas pratique de créer un jeu d'équipe. Pour moi, ce que j'aime bien sur Halo, c'est justement cette stabilité de la scène, c'est-à-dire que sur Call of, c'est plus dur de se faire reconnaître comme un bon joueur, parce que tout le monde,
enfin, de mon expérience, se considère déjà comme un bon joueur sur Call of. C'est-à-dire que tu vas parler à n'importe qui, tout le monde te dit ouais, non, moi je suis fort, il va te montrer des screenshots de lui qui fait 40 kills contre je sais pas qui en ligne, tu vois. Et c'est vraiment dur de se trouver une vraie bonne équipe qui va faire quelque chose par rapport à des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs moyens, on va dire. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de différence de niveau entre les joueurs moyens et les bons joueurs, ça fait que tu as du mal à les localiser ou que tu as du mal à créer une équipe, etc. Donc c'est beaucoup plus galère, je trouve, que sur Halo. D'accord, je vois. Alors tout à l'heure, tu en as parlé, tu as dit que le jeu, enfin, au tout début, tu en as parlé, tu as dit qu'il fallait donc du skill, il fallait gagner les duels sur Halo. D'un œil extérieur, Halo, il semble être un FPS alors simple, mais pas dans le sens péjoratif, mais disons que la part de shoot ou de skill pure est prédominante sur le reste des qualités à avoir par rapport à d'autres jeux. Est-ce que c'est vrai? Je dirais que ça peut être vrai sur celui-là, sur Halo 5 pour moi, mais ce n'était pas le cas sur les autres. C'est-à-dire que vraiment, sur les autres Halo, c'était beaucoup plus de l'intelligence de jeu qui primait sur le skill individuel, on va dire la visée, etc. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, les anciens Halo étaient simples, on va dire. C'est-à-dire que voilà, on avance, il n'y a pas de sprint, il n'y a pas de visée, à part pour certaines armes, il n'y a pas de réticule qui s'écarte ou de jetpack ou de choses. Donc du coup, ce qui fait que le terme technique était facile à prendre en main. Par contre, ce qui était dur, c'était tout ce qui était intelligence de jeu, déplacement, jeu d'équipe, prise de position, etc. Ce qui faisait la différence. Alors maintenant sur Halo 5, vu qu'ils ont ajouté le sprint, le dash, enfin oui c'est ça le dash, et ces stabilisations, tous ces jumps qu'on peut faire, tous ces sauts techniques qu'on peut ajouter, ça fait qu'il y a une plus grosse demande technique pour accéder au haut niveau. Mais comment dire, c'est-à-dire oui voilà, il y a vraiment un minimum requis en termes d'individualité à avoir pour percer sur Halo. Mais une fois cette individualité acquise, il faut encore l'intelligence du jeu à prendre si pour vraiment faire quelque chose. Mais, tu l'as dit au début, c'est la base. oui. Du coup, je te remercie beaucoup pour cette interview. Moi, je dis merci de nous avoir écoutés aux auditeurs et je te laisse le mot de la fin. Merci à tous de m'avoir écouté et merci à toi de m'avoir accueilli. J'espère avoir été le plus clair possible, hein, même si c'est pas forcément facile. Et voilà. Merci à tous.